Samedi rouge, les survivants des massacres du 7 octobre 2023 témoignent. C'est le nouveau livre du journaliste franco-israélien Daniel Haïk, analyste politique pour la chaîne i24 News et notre correspondant des studios Kalita à Jérusalem. Et il est notre invité justement ce matin sur Radio J. Bonjour Daniel. Oui, on vous entend. Merci beaucoup Daniel d'être avec nous sur Radio J. Alors on va évidemment parler de la sortie de votre livre, mais d'abord sur l'actualité. On vous a entendu ce matin dans la revue de la presse israélienne parler de ce qui s'était passé au Liban et en Syrie, l'explosion de ces centaines de beepers du membre du Hezbollah. C'est un vrai coup dur, hein, Daniel, qui a été porté au groupe terroriste. Oui, incontestablement, c'est un coup dur pour le Hezbollah. Cela porte atteinte, on va dire, au prestige du mouvement et cela l'humilie d'une certaine manière. Et cela conforte de manière assez impressionnante la force de dissuasion de l'armée israélienne. On sait que cette force de dissuasion, elle est incontournable, on va dire, dans les relations qu'Israël entretient avec ses ennemis, que ce soit le Hamas au sud, le Hezbollah au nord. Et effectivement, là, quelque part, on peut dire qu'Israël a marqué des points, a déstabilisé le Hezbollah. La grande question que l'on se pose, c'est maintenant, est-ce que il s'agit d'un coup isolé ou alors il s'agit d'une sorte de prélude à une offensive plus massive, puisque ça fait déjà des semaines que l'on parle d'une guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah, d'une nécessité d'une guerre ouverte pour parvenir à ramener les dizaines de milliers d'habitants du nord du pays vers leur localité abandonnée il y a près d'un an. Eh bien, est-ce que on est à la veille d'une frappe israélienne plus massive? C'est la question que l'on est en droit de se poser ce matin, et je pense que c'est la question que beaucoup d'Israéliens du nord du pays se posent. Effectivement, une guerre imminente peut-être à venir, et on continuera à suivre les développements au nord du pays. Alors, on parle de la sortie de ce livre Samedi rouge. Beaucoup de témoignages, hein, Daniel, dans cet ouvrage que votre collègue Jean-Charles Banoun de la chaîne i24 News notamment a pu recueillir. Mais entre ces témoignages, justement, parfois bouleversants, parfois très, très difficiles à lire, vous contextualisez, vous, les événements du 7 octobre. Comment Israël, finalement, en est arrivé là? Comment Israël s'est laissé surprendre aussi? D'ailleurs, c'est le premier chapitre, hein, de votre livre. Et en fait, ce que vous dites, c'est que ça commence pas le 7 octobre. Il faut remonter déjà en 2005, après le retrait d'Israël de la bande de Gaza, pour comprendre comment Israël a pu justement, malheureusement, laisser autant de terroristes entrer en Israël. Oui, effectivement, c'est à partir du moment où on a décidé, unilatéralement, Israël a décidé, sous le gouvernement d'Ariel Sharon, de se retirer totalement de la bande de Gaza, y compris de cet axe Philadelphie dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Eh bien, à partir de ce moment-là, on peut dire que quelque part, il y avait de la part des services de renseignement une forme de cécité, et que quelque part, eh bien, on ne disposait pas des informations nécessaires, indispensables pour contrarier des projets qui étaient, il faut avouer, et c'est assez stupéfiant lorsque l'on revoit ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, qui étaient ouverts. On connaissait les projets de Yihya Sinwar qui, je vous le rappelle, a été libéré lors de l'échange en octobre 2011 pour la libération, qui a permis la libération de Gilad Shalit, un millier de terroristes. Eh bien, Sinwar avait posé dès 2014 les plans de son projet d'attaque contre Israël. Ça incluait une opération à l'intérieur du territoire israélien, la conquête de plusieurs terroristes, de plusieurs kibbutzim, et aussi donc la prise d'otages. Donc il n'avait rien caché, Yihya Sinwar. Les services de renseignement savaient cela, mais eh bien on n'a pas cru. On est rentré dans une forme de rengaine, de passivité, de retenue, où on a estimé tout simplement au fil des ans. Et c'est valable pour l'échelon politique, mais aussi pour l'échelon militaire. C'est l'échelon militaire qui a d'une certaine manière créé ce contexte selon lequel, eh bien, le Hamas est dissuadé. Le Hamas, en dépit de toutes sortes de petits scénarios, de petits développements, de petites pressions, il y a eu des rounds réguliers de confrontation. Netanyahou estimait qu'on pouvait gérer ce genre de round, que l'on pouvait maintenir le Hamas à petit feu, ça lui servait sur le plan politique pour diviser le mouvement palestinien, mais eh bien on se disait, le Hamas, je me souviens encore d'estimations des renseignements qui disaient, le Hamas, c'est une petite menace pour Israël par rapport à la grande menace qu'est le Hezbollah. Et donc, on s'est laissé berner par Yihya Sinwar. Et peut-être que l'une des raisons, c'est le fait qu'on était relativement aveugle, qu'il n'y avait pas de présence d'informateurs de manière
pertinente, on va dire importante du côté de la bande de Gaza pendant toutes ces années. On s'est laissé berner effectivement par Yahya Sinwar, vous l'avez dit, puisque depuis 2014, c'est vrai, ces plans étaient connus. On pensait que le Hamas avait été dissuadé, ce qui n'était donc pas le cas. Et puis Yahya Sinwar qui a aussi profité ces derniers mois, Daniel, de tout ce qu'il a pu voir sur la scène politique en Israël, toutes les manifestations, toutes ces divisions aussi au sein de la société israélienne. Ça a profité au groupe terroriste. Oui, et là, je dirais, il y a une formule qui est claire, qui vient des psaumes, qui dit Enaim lahem velo yiroz, naim lahem velo yahazinu. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'écoutent pas. C'est-à-dire que pendant la période de la réforme judiciaire, des manifestations autour de la réforme judiciaire, on s'est cru comme en Israël, comme si on était dans un environnement particulièrement serein, entouré de pays calmes, paisibles, comme l'Islande, comme la Suisse, et que l'on pouvait nous gérer nos affaires concernant l'avenir de la démocratie israélienne, comme si c'était la menace prioritaire de l'État d'Israël. Et donc on a totalement fait abstraction de la menace qui pesait sur Israël à l'extérieur, au sud et au nord. Et il faut avouer que Sinwar d'un côté, Nasrallah de l'autre côté, se sont pris pour des experts de la société israélienne. Ils étudient la société israélienne. Sinwar, vous savez, a passé 22 ans en prison. Il parle hébreu parfaitement. Et donc, il était capable de suivre, en tout cas, c'est ce qu'il croyait, parce que je considère, et je le dis dans le livre, qu'ils se sont tous les deux trompés sur la force de résilience de la société israélienne. Oui. Il considérait que l'État d'Israël était à un point de faiblesse tel au moment de la réforme judiciaire, tellement divisé, tellement clivé, que c'était le moment opportun pour essayer de l'attaquer. Alors, il y a quelque chose d'intéressant que vous écrivez aussi, Daniel, dans votre livre, c'est que la haine gratuite, je vous cite, entre juifs a toujours été historiquement à l'origine de la perte de souveraineté d'Israël sur sa terre ancestrale. Ah oui, ça, il suffit de connaître l'histoire juive, il suffit de se rappeler, par exemple, des dates de la destruction du temple, qui marquent la fin de la souveraineté juive sur la terre d'Israël il y a de cela près de 2000 ans. Ça a toujours été, enfin, il y a 2000 ans, on connaît les divisions internes au sein de l'État, de ce qui était le royaume à l'époque de Juda, le royaume d'Israël, qui était de la division entre certains qui étaient considérés comme zélotes, d'autres qui étaient considérés comme étant plus modérés, et il y avait des divisions internes à l'époque de l'occupation des Romains. Eh bien, on se battait la nuit contre les Romains, et le jour on se battait entre juifs. Donc c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et ça revient, c'est récurrent dans l'histoire du peuple juif. Et d'une certaine manière, moi, ce que je veux en tirer comme leçon, c'est que nous sommes aujourd'hui quasiment à un tournant de l'histoire de l'État d'Israël, un tournant identitaire, si vous voulez, on peut y venir, oui. Un tournant identitaire qui ressemble aux événements aussi déterminants qui ont marqué l'histoire juive que, par exemple, la fin de l'occupation d'Israël au début du premier siècle, c'est-à-dire dans les années 70, avec la fin de la souveraineté juive sur la terre d'Israël, avec la destruction du temple. Alors, on va parler de l'enjeu justement identitaire. Au cours de cette journée, un profond sentiment de menace existentielle a saisi Israël. C'est ce que vous écrivez, ce qui en fait a fait qu'il y a eu d'immenses élans de solidarité. Et c'était aussi important pour vous de revenir sur cette force de résilience de la société israélienne, le fait que pendant des mois et des mois, finalement, les Israéliens n'ont rien lâché. Ils se sont toujours montrés très forts. Oui, je reviens sur un symbole qui m'avait marqué à ce moment-là, la place d'Izengov. Vous savez, c'était cette place qui est devenue le symbole de la division d'Israël le jour de Kippour l'année dernière, il y a un an, puisque à ce moment-là, eh bien, il y a des manifestants anti-réforme qui avaient empêché la tenue de prières sur place parce que, eh bien, ils voulaient qu'il n'y ait pas de séparation entre hommes et femmes, alors que ces offices de Kippour se déroulaient sur la place d'Izengov depuis plusieurs années. Eh bien, dans cette même place, il y a eu le 6 octobre, je me souviens le 6 octobre, une requête devant la Cour suprême pour interdire la séparation entre hommes et femmes le soir du 7 octobre, pour ce que l'on appelle les Hakafot Shniyot, les deuxièmes, on va dire, célébrations de Simchat Torah. Eh bien, du jour au lendemain, après que la Cour suprême ait statué sur le fait qu'il ne fallait pas permettre des paravents entre hommes et femmes ce jour-là sur la place d'Izengov, eh bien le lendemain, le 8 octobre, au lendemain de cette journée tragique, eh bien il y avait
des milliers d'Israéliens, religieux, laïcs, de tous bords, de gauche, de droite, séfarades, ashkénazes, de tous les milieux, qui ensemble faisaient des milliers de colis pour les soldats israéliens d'une part, pour les habitants du nord et du sud qui avaient été évacués. Et j'ai vu un symbole, c'est-à-dire que il y a 48 heures avant, on était en train de se diviser sur un sujet d'ordre religieux, et ensuite, eh bien, tout était balayé, et les ennemis d'Israël ont favorisé le retour à l'unité nationale, même si cette unité, on a l'impression qu'elle s'estompe un peu, elle existe, elle est dans l'ADN du peuple juif, comme une autre forme, un autre gène. Moi, j'appelle ça le gène de l'éternité, et c'est ce qui nous permet à nous, en tant que juifs, de faire face à ce genre d'adversité, à l'adversité des Palestiniens, du Hezbollah, des ennemis d'Israël. Les ennemis d'Israël, effectivement, qui nous ont ramenés à cette identité juive en Israël, mais aussi d'ailleurs en diaspora. Alors plus globalement aussi, il nous reste peu de temps, Daniel, mais c'est intéressant de parler de l'après 7 octobre. Que va devenir l'État d'Israël après le 7 octobre? Et vous mettez en avant la nécessité peut-être de rétablir ce fameux mur de fer, cette idée sioniste du 19e siècle, élaborée par Vladimir Jabotinsky. Pour vous, c'est important, il faut rétablir cette idée d'une séparation entre les juifs israéliens et finalement leurs voisins, leurs ennemis. Oui, c'est même pas une séparation. Le mur de fer, c'est un mur virtuel. C'est un mur de dissuasion. On parlait de dissuasion au début de notre conversation. Eh bien, il faut que les ennemis d'Israël soient persuadés qu'Israël est là ad vitam aeternam. Et tant qu'ils auront le sentiment que l'État d'Israël est potentiellement détruisable, si on peut le détruire, eh bien ils essaieront comme ils ont essayé le 7 octobre, comme ils essayent aujourd'hui à travers le Hezbollah, comme ils essayent à travers les différents fronts. Tant qu'ils auront le sentiment que l'on peut détruire l'État d'Israël, ils essaieront. Lorsque la force de dissuasion sera tellement élevée que, eh bien, ils seront convaincus que c'est impossible, eh bien, alors l'État d'Israël pourra vivre dans cet environnement qui restera hostile. Mais pour cela, il faut faire montre d'une force de dissuasion à outrance, et c'est ce que préconisait à l'époque Zev Jabotinsky, il y a 100 ans, presque jour pour jour. Eh bien, merci beaucoup. Daniel Haïk, notre correspondant des studios Kalita à Jérusalem, journaliste franco-israélien. Vous publiez donc ce livre, je le rappelle, Samedi rouge, les survivants des massacres du 7 octobre 2023, qui sera disponible dès demain. Merci infiniment, je vous dis à demain, dès 7h.